Bonjour et bienvenue dans les podcasts présentés par l'Office de tourisme Gâtinais Sud. J'espère que vous allez bien. Avec ce podcast, nous allons à la rencontre des personnalités plus exceptionnelles les unes que les autres. Aujourd'hui, nous avons à nos côtés Sébastien Lys et Mathieu Desbourdes, cofondateurs du label Valette Festival, qui rassemble chaque année les cultures urbaines au château de Pressigny-les-Pins dans le Loiret. Bonjour Sébastien, bonjour Mathieu, pouvez-vous vous présenter ? Sébastien, Mathieu, on est amis d'enfance depuis 14 ans. On est du Gâtinais, du Grand Gâtinais on va dire. Mathieu est du Gâtinais Nord, Fontainebleau. Oui. Et moi je suis plus du Gâtinais Sud, je suis né à Montargis. D'où vient le nom Label Valette ? Le nom Label Valette, c'est une très longue histoire. Ça vient en fait du tout premier projet qu'on a monté à Paris, Vitry-sur-Seine, qui s'appelait Label Vitrine, LBV. On aimait bien les acronymes LBV. Quand on est venu sur Pressigny-les-Pins et qu'on a découvert le site, on s'est dit que ça pouvait être sympa de regrouper, vu que les cultures urbaines, ça regroupe plusieurs mouvances artistiques, la peinture, la danse, la musique aussi, de regrouper ça sous un label, et Valette, parce que c'est le nom du domaine de la Valette. Donc pourquoi avoir choisi le lieu ? Le lieu, on le connaît depuis longtemps avec Seb. Ce château, il a été à l'abandon pendant 30 ans, à la fin des années 80 jusqu'au rachat actuel du propriétaire. Et c'est un lieu qu'on a découvert à l'âge de 18 ans quand on cherchait des spots, ce qu'on appelle d'urbex, donc des lieux abandonnés un petit peu atypiques. Et donc on s'amusait à aller se faire peur dans ce château à l'époque. Et plusieurs années plus tard, il y a 6 ans maintenant, Seb est repassé devant et il a vu que ça avait été racheté, que c'était plus abandonné. Et du coup, il a pris contact avec le propriétaire pour lui proposer l'idée du projet. La prochaine question, c'est comment est venue cette idée de street art ? Elle est venue du coup par rapport au projet à Vitry-sur-Seine. En gros, quand j'en ai parlé à Mathieu du domaine, je lui ai dit voilà, si on faisait un festival là-bas, et notamment de street art parce qu'il y a plein de murs disponibles. En gros, on trouvait ça intéressant de jouer sur le paradoxe d'amener une culture qui est issue vraiment de la ville, donc le graffiti, le street art, dans un territoire aussi isolé et rural que Pressigny-les-Pins, et que ça pouvait apporter une vraie plus-value, notamment atypique et de curiosité dans cette région en fait, qui était à la base vraiment totalement absente de culture urbaine. C'est comme ça qu'est venue l'idée. Et en plus, ça a amené aussi une nouvelle manière de valoriser le site. C'est-à-dire qu'avec Mathieu, on s'était posé la question de comment valoriser le patrimoine local qui est pas un patrimoine historique protégé comme le château, et de lui donner une nouvelle fonction. C'est-à-dire qu'avant, il avait une fonction d'habitation, puis après, il a une fonction scolaire, parce qu'il a accueilli une école espagnole bien avant qu'on soit présent. Et là, l'idée, c'était un petit peu de désacraliser le côté patrimonial du site en proposant quelque chose qui soit totalement en rupture avec ça. Est-ce que vous pouvez nous dire comment se déroule un festival ? Un festival ou notre festival ? Votre festival. Le nôtre, c'est toujours la même date, c'est sympa à retenir, c'est le dernier week-end d'août chaque année, donc 2022 ça tombera les 26 et 27. C'est 2 jours d'ouverture au public, les gens achètent leurs billets tout simplement, et une fois qu'ils sont à l'intérieur du site, tout est gratuit, évidemment sauf restauration et boissons. Ils y trouvent tout un tas d'activités aussi ludiques que participatives que démonstratives. Évidemment il y a de la peinture, donc déjà le premier aspect c'est contempler un petit peu toutes les fresques qui ont été faites. Il y a des live paintings, donc on a je ne sais plus combien de milliers de mètres carrés mais qui sont peints en live par des artistes le week-end. Donc c'est toujours sympa pour le public de pouvoir observer comment on crée une œuvre et voire même de participer, parce qu'on fait des œuvres participatives également. Il y a des ateliers d'initiation pour les petits et les grands, au street art et au graffiti. On a de la danse, on a de la slackline et de la jumpline, vous savez les équilibristes sur des sangles. Donc pareil, qui font soit des démos, soit des initiations. On a des conférences. On a le village Gâtinais. On a le village Gâtinais, très important, donc, qui est piloté par Tourisme Loiret et Vallée Gâtinaise. Donc là, c'est un village d'artisans qui mettent en avant leur savoir-faire et leurs produits artisanaux du Loiret, pour le coup. Et là, cette année, on avait 40 exposants. Ça fait un village vraiment unique dans le festival, où les gens ne s'attendent pas forcément à trouver ça. Ça donne une vitrine sympa du territoire. Il y a même les acteurs touristiques qui sont présents. L'office de tourisme est là. Donc on a de la musique, on a 2 scènes. On a vraiment une scène principale où on a des
grosses têtes d'affiche qui viennent se produire. Et on a une autre scène qui est pilotée par des gars de l'équipe, et là qui est une scène plus électro, une scène un peu nichée en forêt au pied d'une chapelle éclairée, c'est assez mystique et assez sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le Comtesse Graffiti. Le Comtesse Graffiti. Qui plaît beaucoup. C'est comment expliquer comment les gens en fait ils voient la manière dont les graffeurs peignent en mode illégal entre guillemets. Donc c'est très rapide, c'est assez impressionnant. On passe sur de petits supports à un bus, un camion pour la finale. Et du coup les gens voient un petit peu cette construction qui se fait, on va dire, de manière un petit peu vandale. Et on a après des zones détente, on a des zones de restauration, des buvettes. Enfin voilà, c'est vraiment un moment. Ça peut être aussi convivial pour des familles qu'un truc assez excitant pour des plus jeunes ou des plus vieux d'ailleurs, peu importe. Il y a vraiment ces deux aspects calme, contemplatif, découverte que vraiment côté festif. Et ça prend combien de temps à créer un festival? 1 an. 1 an. 1 an pour 2 jours. Quand on finit le festival fin août, on s'y remet, on va dire, à partir de novembre. Parce que la spécificité vraiment du projet, c'est que tous les ans, en fait, on change l'identité graphique du festival. Donc on a un artiste qui crée toute la charte graphique qu'on va utiliser pendant toute l'année. C'est un gros travail en amont. On définit aussi une thématique chaque année, dont les artistes vont s'inspirer pour créer leurs fresques. Ça, c'est aussi pas mal de taf. On sélectionne les artistes, on sélectionne les artistes musicaux, on réfléchit aussi à des nouveautés pour l'année suivante, pour que les gens ils puissent toujours être étonnés. L'objectif pour nous et pour le public, c'est qu'en fait, quand ils arrivent sur le site, ils ne s'attendent pas à revoir la même chose qu'il y a eu l'année précédente, mais qui est un tout nouveau projet, et en fait une toute nouvelle découverte, une nouvelle déambulation. Donc on change aussi les entrées, les sorties, on se prend la tête pour 2 jours de festivités, mais après c'est, je pense, un plaisir qu'on partage avec l'équipe, quoi. Et puis c'est quasiment un an, et ça me disait ça reprend en novembre, mais ça reprend en novembre pour l'édition d'après, mais juste après le festival, c'est le jeu des projets comme ça, il y a les bilans pour les subventions, il y a les bilans financiers, etc. Donc il n'y a jamais vraiment de coupure, en fait, c'est quasiment vraiment 1 an pour 2 jours. Et on a la spécificité d'avoir un terrain magnifique, mais qui est compliqué à exploiter parce qu'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, il faut penser à tout pour comment tout alimenter et que l'expérience festivalière soit simple. Mais du coup, c'est beaucoup de recherche de partenariats, de solutions techniques, etc. Donc ça, c'est quasiment toute l'année. Donc comment vous choisissez les artistes? Comment on choisit les artistes? On essaie de ne pas reproduire, en fait, de trouver des profils artistiques qui sont différents d'année en année. C'est aussi de mélanger un petit peu des nationalités qu'on n'a pas l'habitude de voir, ce qui est assez compliqué parce que ça coûte cher. On vient d'artistes de loin, donc on est aussi... on fait ça sans faire n'importe quoi, dans le sens qu'il faut qu'il y ait une logique aussi financière, mais on veut trouver des artistes que le public n'a pas forcément vu les années précédentes, donc un style figuratif, abstrait, qui travaille plus sur des personnages, des silhouettes, ou plus sur des animaux, enfin il y a vraiment de tout. Et on les contacte, on leur propose le projet, et après on échange avec eux si le feeling passe, parce que c'est souvent comme ça que ça fonctionne. Ils viennent en résidence, donc en moyenne les résidences ça dure entre 1 semaine et 2 semaines, ça dépend de la taille. Et puis voilà, et puis pour le château, on présente différents profils au staff, donc les gens de l'association, et ils donnent leur avis sur s'ils aiment ou s'ils n'aiment pas, pour qu'on voit si on retient ou pas l'artiste. D'accord. Mais on cherche sur internet, on regarde sur Instagram, on reçoit aussi des books d'artistes via les adresses mail. Donc il y a vraiment différentes sources pour sélectionner les artistes. D'accord, et c'est pas des artistes connus, le but c'est de les faire connaître. Il y a vraiment un mélange des deux, c'est-à-dire qu'on est, comme pour la partie musicale, on a des têtes d'affiche. Typiquement ceux qui font le château, c'est des têtes d'affiche parce que on a besoin aussi d'avoir des profils qui portent médiatiquement le projet. Et après, l'idée c'est de, grâce à ces artistes, pouvoir faire appel à des artistes émergents qui n'ont pas forcément l'occasion de pouvoir intervenir sur des projets de cette ampleur, et qui du coup sont super contents de venir en résidence sur le label Valette, et qui en font en promotion aussi de leur côté. Qu'est-ce que vous conseillerez aux visiteurs? De venir au festival, évidemment, les 26 et 27. Encore quelques craintifs qui n'osent pas venir avec leurs enfants, qui se disent
festival, art urbain, etc. Ça va être un truc trop festif et trop excité pour moi et ma famille. Mais c'est pas du tout le cas, hein. Vraiment, c'est la journée, on a quasiment que des familles. C'est vraiment une ambiance posée. Donc ils n'hésitent pas à venir. Et puis comme on disait, la multitude d'activités, de performances, appelez ça comme vous voulez, qui sont proposées sur place, il y en a pour tous les goûts. Et ça se voit dans notre public, on a aussi bien des nourrissons, donc on n'a pas choisi de venir que des gens d'un âge certain. Et du coup, c'est vraiment hyper vaste. Et on leur conseille aussi de venir aux visites guidées, donc ceux qui sont vraiment intéressés par le côté art mural. L'association, qui est une antenne du festival Urban Art en Gâtinais, propose, comme il disait, des visites guidées le week-end, donc commentées, autant de l'histoire du château, ce n'est qu'une page de l'histoire, que le château, le projet et les œuvres qui ont été réalisées. Et du coup, un dernier mot pour la fin. Rendez-vous le 26 et 27 août. Venez nombreux. Super, merci. Ceux qui voudraient en savoir plus, vous pouvez suivre toute l'actualité sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, et n'hésitez pas à aller sur le site internet.